Donc c'est sûr qu'il va y avoir des pressions systémiques. C'est-à-dire on parle beaucoup de ça, là, tu sais, le systémique, le racisme Mmh. systémique, tout ce qui est les pressions institutionnelles, finalement, en tout cas structurelles. Donc ça marche aussi dans le système de santé, là. C'est-à-dire, c'est sûr que si on est capable de confiner 8,5 millions de Québécois pour que les médecins aillent faire du ski à la fin de semaine, inquiétez-vous pas qu'on va pouvoir, Hey, bienvenue dans Ton Rien n'est Frank. Aujourd'hui, Jérôme Blanchet-Gravel, notre spécialiste des latinas, non, non, notre spécialiste de l'Amérique latine, vient nous parler du Venezuela. Il y a Jérôme. Ben, Jérôme, tu arrives d'Amérique latine, Il est justement, resté sérieux, si je me trompe il est pas. magique, Jérôme. Ben oui, Jérôme ah ben est. là, si je reste pas sérieux, ma femme va me le dire, Ouais, c'est ça, il est sous haute surveillance quand même, là. oui, moi aussi, c'est ça. Moi aussi, j'ai suivi pas la société de surveillance, peut-être le Ouais, c'est foyer de ça. surveillance, en tout cas, bref, sans jeu de mots pour, Oui, c'est ça, oui, c'est tu une genre de surveillance conjugale qu'on appelle. Mais, c'est ça, Jérôme, premièrement, tu arrives, je pense, d'un périple en Amérique latine. C'est en Argentine où tu étais, hein, c'est ça? oui, fin novembre, c'est ça, Dans oui. le pays de Javier Milei. D'ailleurs, j'ai vu, tu as passé dans quelques médias où tu as été expliqué, parce que les gens là-bas ne comprennent pas trop là, qu'au Québec, un de nos sujets favoris de société, c'est l'euthanasie. C'était allé leur parler de ça. Je savais Euh, pas, moi, que ce serait ça qui ressortirait. ah oui? Non, parce que c'était censé porter, bon, sur le wokisme au Canada, de manière plus large mais c'est ce qui fascine le plus le public argentin, c'est effectivement les taux de ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir, là. Mhm. Un euphémisme évidemment pour l'euthanasie. Donc j'ai été appelé à parler de ça parce que la première entrevue que j'ai donnée, comment ça fonctionne, vous savez? D'abord, quand on fait une tournée de ce genre-là, on ne sait jamais exactement, tu sais, où on va se ramasser, sur quel plateau. Et la première entrevue, bon, elle portait sur le wokisme. Ensuite, ça a été très cadré, c'est-à-dire l'article qui a été fait à partir de la première entrevue vidéo portait vraiment sur l'aide médicale à mourir, l'euthanasie. Et ensuite, il y a d'autres journalistes qui ont vu ça et qui, bon, on dit: «Ah, nous aussi, on veut parler de ça exactement». Donc, moi, je ne pensais pas, tu sais, être un ambassadeur de ce thème-là en Argentine. Faut dire que j'ai quand même balancé la sauce, là, sur un plateau en particulier, disons, j'ai quand même sorti l'artillerie lourde et c'est sûr, c'est peu patriote, là, c'est-à-dire les gens ont été choqués. Je pensais pas honnêtement recevoir autant de haine, il faut le dire quand même, suite au partage de ces petits extraits-là, là, qui ont été traduits, sous-titrés. Et on a découvert un nouveau tabou. Tu sais, moi, comme je vous dis, moi, je mène pas une croisade contre l'aide médicale à mourir. Ça a pas été, c'est pas un thème sur lequel Les les images et les sous-titres sont quand même incroyables. Eutanasia censura que l'immigration. Jérôme Blanchet-Gravel Ah en non, c'est entrevue. honnêtement, oui, c'est artillerie lourde. Même comment justement l'animateur était assez surpris d'entendre que le Canada était devenu à ce point-là un laboratoire du wokisme. Donc pour terminer mon point, qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça, on a découvert un nouveau tabou, c'est-à-dire que vous soyez pour l'aide médicale à mourir, moi je peux très bien le concevoir. Je pense que tu d'un point de vue libéral, est capable de comprendre ça. Ben Tu oui. sais, être maître de ses décisions, du début à la fin dans sa vie. Après, je pense qu'il faut mettre la pédale douce sur l'élargissement continuel de la pratique parce qu'on sait là, que ça va déjà être élargi pour des raisons de santé mentale au Canada à partir de 2027. On sait qu'on est les champions du monde. Donc, collectivement, qu'est-ce que ça dit de nous, ça, le fait qu'au Québec, ce soit nous qui pratiquons le plus cette pratique-là? C'est quand même, c'est pas tout à fait reluisant. Donc, La, on a la, la, découvert un la, la- tabou, c'est-à-dire que des gens défendent ça, disent: «Moi, je suis favorable à ça». Mais on n'a pas été là, là. Moi, l'énergie, la détermination avec laquelle les gens défendent ça sur les réseaux sociaux, là, je me suis dit: «Oh là, il y a quelque chose ici encore au Québec qui ne Ouais, c'est ça fonctionne qui pas, là». est. C'est-à-dire Ouais. défendre religieusement l'euthanasie, de quitte à insulter le monde de même sur les réseaux, ça marche pas, là. Puis je pense que le clash que tu vas vivre beaucoup avec les pays d'Amérique latine sur ces sujets-là, c'est qu'eux autres sont encore dans une mentalité où est-ce que grand-papa, grand-maman vont vivre avec la famille, Oui, aussi, oui. éventuellement quand ils vont avoir des difficultés pour vivre seuls ou des choses comme ça.
C'est un concept qui disparaît tranquillement au Québec, là. Tu sais, je veux dire, de nos jours, avec les 2 parents qui travaillent, avec les familles, puis ainsi de suite, quand grand-papa, grand-maman ont de la difficulté, avec leur autonomie, au niveau de la maison, ben, on va avoir plus tendance à utiliser des institutions, tu sais, les RPA, les ressources intermédiaires, les CHSLD en fin de vie, ainsi de suite. Puis ça, c'est un clash avec l'Amérique latine, tu sais, c'est pas de même, ça marche dans leur pays. Il faut dire aussi qu'on vit quand même plus longtemps, Oui, tu ça, sais, c'est une variable, effectivement, aussi qui fait que ça, c'est faut des tenir points qui compte, font là. moi, personnellement, l'aide médicale à mourir, j'ai toujours quand même été favorable à ça, dans le sens que on sait que ça se pratiquait, puis c'était fait d'une manière hypocrite, là, tu sais, on boostait des doses de morphine, puis Et si les soins palliatifs, finalement, ouais, ça, puis on finissait nos vies carrément dénutris, là, tu sais, on arrêtait de nourrir la personne, puis elle finissait par mourir. C'était pas super, tu sais, c'était un peu une aide médicale à mourir d'une certaine façon, mais c'était un peu de la merde, là. Fait que, tu sais, d'avoir élargi ça jusqu'à un certain point, j'avais pas de problème. Mais là, le bug qu'on a, c'est que puis je pense que c'est la raison pourquoi c'est aussi sensible, c'est qu'on l'entend dans le grand public, la fameuse phrase: «Moi, si jamais je vais aller au CHSLD. Jamais je vais aller au CHSLD. Si c'est pour aller là, je vais en ouais, c'est finir ça, ouais, avant». ouais. Mais ça parle pas genre moi, je pense que cette phrase-là qui fait partie du langage populaire, ça parle pas vraiment d'aide médicale à mourir. Ça parle de la piètre qualité des services de fin de vie qu'on a dans nos institutions, puis le fait que l'environnement familial n'est plus privilégié pour ces moments-là non plus. Fait que, tu sais, c'est les 2 affaires qui sont assez Mhm. spectaculaires, puis considérant nos difficultés budgétaires présentement au Québec, la réelle crainte qu'on a pour le futur, puis c'est là que je pense que les vrais débats doivent avoir. Quels vont être les incitatifs pour les gouvernements d'investir dans les soins de fin de vie si éventuellement l'aide médicale à mourir est facile d'accès? Puis ça, Mais c'est c'est le sûr, vrai c'est ce débat, que j'ai là. soulevé notamment qui a choqué plus ici que là-bas, c'est vraiment les économies d'échelle. Puis il y a une étude, grande étude scientifique, là, dont qu'on a divulguée à Libre Média, tu sais, qui montre là, que le fédéral pourrait sauver des milliards d'ici, je pense, le calcul s'échelonne jusqu'à 2070. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des pressions systémiques. C'est-à-dire, on parle beaucoup de ça, là, tu sais, le systémique, le racisme Mhm. systémique, tout ce qui est les pressions institutionnelles, finalement, en tout cas structurelles. Donc, ça marche aussi dans le système de santé, là. C'est-à-dire, c'est sûr que si on est capable de confiner 8,5 millions de Québécois pour que les médecins aillent faire du ski à la fin de semaine, inquiétez-vous pas qu'on va pouvoir promouvoir l'aide médicale à mourir auprès de personnes devenues Parce que indésirables, Ben, c'est évidemment. ça, C'est-à-dire, c'est que c'est des thèmes. ben, c'est parce que ça, les c'est vraies que inquiétudes sont plus pour le futur que ce qui a été fait jusqu'ici, là. Puis ça, Je c'est le pense que bout c'est que déjà en j cours, par contre. Il y a déjà des histoires très louches ben, ça commence. Il y en de a la plus que travailleurs v'là 2 ans, on sociales, s'entend, là. puis il y a des handicapés aussi, des personnes malades qui sentent des pressions, et qui se sentent pas du tout, évidemment valorisées par, cette pratique-là. Non, c'est déjà en cours. Il y a déjà des dérives, très nettes, mais les gens y tiennent. C'est-à-dire vraiment, moi, j'ai jamais vu ça, d'abord, toutes les juridictions le permettent pas encore. Mais défendre bec et ongles, c'est-à-dire, d'avoir un oncle, une tante qui va, tu sais, vraiment peut se fâcher pour défendre: «Non, non, vous comprenez pas, là, moi, c'est mon euthanasie», là. Tu dis: «Voyons». Mais je Le pense que Québec, c'est rendu glauque, pas à peu près, là. Sérieux, les gens se rendent pas compte, là. mais Le je pense Québec, que c'est mal les gens ont géré la pour la santé chienne pour mentale. vrai des CHSLD. Hein? Je pense que les gens ont la chienne pour vrai des CHSLD. Puis Mais ça, genre c'est un point, ça. terrifiés Et pour vrai, là. l'étude montre aussi que où est-ce que les soins ben, c'est ça. sont mauvais, il va y avoir une demande accrue. C'est-à-dire, on sait, si on améliore les soins, en général, ça fait partie ces centres d'hébergement-là en font partie. Améliorer le système au complet, il va y avoir une diminution rapide déjà des aides, des demandes pour l'aide médicale à mourir. Donc, c'est une question de savoir est-ce qu'on veut investir? Est-ce qu'on veut réformer le système? Au Québec, on sait que la résistance au changement est très, très grande. Donc, probablement que oui, les gens vont continuer à se tourner vers ça. Évidemment, il y a des cas très, très exceptionnels, c'est-à-dire tragiques, là, que des gens dont la condition médicale ne présente aucun espoir. Donc, moi, je ne veux pas trop juger. Je ne juge pas les gens individuellement. Moi, je me pose la question, sociologiquement, qu'est-ce que ça dit du peuple québécois actuellement, de son système, de son mode de vie, de son modèle? C'est ça la question que je posais. Je l'ai posée de manière un peu brute en Argentine, puis il faut dire qu'en espagnol, je ne sais pas, ça a comme sorti. Tu sais, j'ai parlé d'une culture de la mort.
Je sais pas, ça a choqué énormément. Cultura de la muerte, je sais pas si le dire en espagnol, ça fait comme plus, je vais Ben, pas dire. mais je comprends le clash qu'il y a dû avoir parce que c'est des sociétés qui sont beaucoup plus jeunes, Mhm. que les nôtres. Absolument. Tu sais, je veux dire, qu'on ait ce genre de débat-là au Québec avec une des populations les plus vieilles sur la planète, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on peut s'en surprendre tant que ça? Tu sais, je veux dire, s'il y a des endroits dans le monde qui devraient avoir ce genre de débat-là, c'est le Québec, le Japon, puis des places de même. Tu sais, sur ce bout-là, je le comprends quand même bien. Quand tu t'en vas dans un pays d'Amérique latine, puis tu parles de ces sujets-là, je veux dire, sont à des années-lumière de ça, Puis aussi la présence des religions, il y a encore évidemment un front aussi, catholique. Donc, aussi. c'est sûr, Mm. les catholiques, les évangéliques, défendent pas cette pratique-là. Les Bref, cla moi, le je veux pas clash devait être débile, honnêtement. Dans leur tête, là, quand tu parlais de ça, là, ça devait, le tableau de bord devait flasher en rouge partout de l'autre côté. Non, c'est clair, là. Tu vas jouer dans des valeurs qui sont pas du tout. Tu sais, on a l'impression que nos schèmes de valeurs tu sais, québécois occidentaux ils se sont répandus à grandeur de la. Mais tu sais, on en les parlait quand. amendes de C'est comme avec l'histoire de l'avortement. Là. Je veux dire, la position hystériquement pro-vie québécoise, elle est infimement minoritaire pro-choix, c'est-à-dire québécoise, elle est extrêmement minoritaire dans le monde. Je veux dire, même dans les pays européens, il y a bien des endroits qui ont des limitations, qu'ici, on dirait que c'est juste des exaltés pro-vie qui ont, mais c'est la position majoritaire de plusieurs pays. Je veux dire, là-dessus, tu sais, c'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas le premier sujet sur lequel on observe un dogmatisme québécois d'un genre de position qui serait un absolu moral, puis c'est ça qu'il faut faire. Puis si t'es pas 100% pour ça, t'es complètement fou. Parlant d'un autre sujet, parce que c'est là-dessus qu'on voulait oui. t'entendre majoritairement. Un autre sujet qui déchaîne les passions aussi, c'est l'opération américaine au Venezuela qui a amené la capture de Nicolas Maduro. Et vous en avez parlé beaucoup sur Libre Média. Il y a plusieurs articles que les gens peuvent consulter bon, sur toutes sortes de dimensions. Derrière le duel Trump-Maduro, la nouvelle guerre froide, un des textes qui a été publié, le pétrole du Venezuela, menace directe pour l'économie canadienne. Venezuela, un coup d'État externe pour reprendre l'Amérique latine. Vous avez vraiment beaucoup publié là-dessus. Vous avez été très actif. Puis j'étais curieux d'entendre ton point de vue parce que essentiellement au Québec, pour l'instant, c'est comme à peu près sur tous les autres sujets. La seule question que tu as à poser pour savoir l'opinion des gens, c'est est-ce que tu aimes ou pas Donald Trump? Donc, ceux qui l'aiment trouvent que c'est la meilleure opération depuis le pain tranché. Et c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est une démonstration de force. Trump est un génie. Puis ceux qui ne l'aiment pas ben, nous disent que c'est la dérive fasciste des États-Unis et que. Mmh. Et essentiellement, c'est ça, en gros. C'est canadien nordique. C'est est-ce que tu aimes ou pas Donald Trump? Là, tu as beau essayer d'arriver avec un peu de nuance là-dedans, me dire, ben, écoutez, les amis, il y a une série de paramètres là-dedans. Il y a le droit international, il y a la situation géopolitique de l'Amérique latine, il y a l'influence des Russes et des Chinois là-bas. Il y a plein de dimensions. Là. C'est pas juste une question d'être pour ou contre Donald Trump. Là. Je sais ça. Non, Ah, c'est vraiment. comme ça l'hystérie canadienne québécoise, là, mais la réalité est comme beaucoup plus complexe que ça. Oui, c'est, assez incroyable ce qui est survenu samedi dernier. Sans vantardise, je vous dirais, Libre Média était vraiment le premier média au Québec à publier une analyse de fond sur, ce qui arrivait, hors des agences de presse. Parce que le réflexe des médias traditionnels, c'est toujours pratiquement on achète des textes, comme à l'AFP, Reuters, bon, tout ça, c'est des grandes agences de presse-là. On l'a Ça a vu avec donné un succès à Radio-Canada. Radio-Canada, ça, c'est, Ouais, l'homme du peuple, c'est ça, là. Moi, je comprends toujours pas pourquoi on paie 1,5 milliard par année. Les libéraux viennent de leur donner encore plus d'argent pour que ces gens-là, en gros, ressucent des dépêches de l'AFP pour nous faire. C'est Il y a ça une le bout que je comprends utilité. pas, moi. Il y a une utilité à ça, mais il faut savoir s'en servir. C'est comme l'IA, ça dépend ce que vous en faites. Si vous ne faites que ça nourrit votre paresse, finalement, ben là, ça vous avance pas. Mais bref, non, Libre Média était le premier média, je pense, on pourrait vérifier, là, mais en français au Québec, a publié une analyse de fond pour dire vraiment qu'est-ce qui se passait sur le terrain à 11 heures samedi. Donc, ils sont venus le matin, ben, en fait, dans la nuit. On a appris que c'est dans la nuit, à 1 heure du matin, là, que Maduro a été capturé à Caracas. Mais c'est ça, sans vantardise, on a été très, très réactifs. Je me suis levé le matin, pas trop tard, et j'ai tout de suite contacté une journaliste vénézuélienne que je connaissais, très compétente, madame, voyons, Risquez.
Et bref, on a été très actifs. On a publié tout un paquet d'articles depuis samedi. 2 mises au point que je fais là en 1er lieu quand on me pose la question à la radio. Premièrement, les Vénézuéliens qu'on voit fêter, là, c'est vraiment des Vénézuéliens de la diaspora, hein. C'est-à-dire, Ouais. il faut Ceux qui ont bien le quitté. comprendre. Il y a Bon beaucoup point. d'images fausses qui ont circulé. Les gens qui se réjouissent du haut des immeubles, et cetera, c'est des Vénézuéliens dans d'autres villes que Caracas, ou bien ce sont carrément des fausses images. Parce que sur le terrain, et on a été, ça les premiers à le dire, sur le terrain, les gens sont encore très prudents et aujourd'hui, il y a un article dans le Journal de Montréal qui confirme un peu ce que mes sources m'indiquaient sur le terrain. C'est-à-dire à Caracas, il y a des milices encore du régime. Le régime n'est absolument pas tombé. Et ce qu'il faut Ouais, bien parce que comprendre. ce qu'on comprenait, c'est que le gars qui contrôle les forces armées et policières, est très, très, très pro Maduro, lui, de son côté, là. Il est anti-américain terrible, fait que Mais le les régime est là. Je dis c'est oui, ça, on les gars critique n'ont pas le baissé dans les régime. rues, là. Non, non, il y a encore des. De toute façon, il y a encore plein de. Le régime est en place. La Oui. vice-présidente, c'était quand même la vice-présidente, celle qui est devenue par intérim. Donc, forcément, c'est une chaviste. Donc, on n'a pas. C'est pas vrai qu'on a démantelé le système politique vénézuélien en une nuit, là. C'est faux. Donc, les gens sont prudents. Ils ne veulent pas être identifiés par les agents du système qui sèment la Mmh. terreur depuis des années. Donc, il faut bien quand même distinguer les Vénézuéliens de la diaspora à Montréal, à Buenos Aires, à Bogota, tout ça, de ceux sur le terrain qui sont finalement en mode confinement. Le premier réflexe des Vénézuéliens là-bas, ça a été d'aller chercher de la bouffe, s'approvisionner aussi en essence, donc faire peut-être en médicaments, donc prévenir les prochaines peut-être pénuries. Et justement, Maduro a décrété une sorte de, pas Maduro, mais son gouvernement, finalement, qui reste en place, a Mhm. décrété une sorte d'état d'urgence. Donc, les gens sont très prudents. Donc, c'est une sorte de calme, de confinement qui est actuellement à Caracas. Deuxième mise au point, après, moi, je l'ai dit souvent, moi, je voulais que Maduro dégage. C'est un régime qui est criminel, c'est un régime qui est dictatorial, ça fait absolument aucun doute et je vous dirais, il y a un appui quand même massif de la population pour un changement de régime. Cela dit, le récit du narcotrafic est complètement mensonger. Il n'y a personne en Amérique latine, vous ne pouvez pas faire avaler ça à personne, que le Venezuela est devenu une plaque tournante du trafic de drogue plus que la Colombie et plus que le Mexique. C'est faux de dire que le Venezuela était devenu un chaînon plus important dans l'approvisionnement de la cocaïne aux Non, États-Unis. non, Donc, c'est le ici, prétexte pour utiliser les pouvoirs d'urgence exécutifs, là. c'est Ben ouais, ça, on c'est vient vraiment de le un voir alibi au Canada avec le stratégique. fentanyl, là. C'est la même affaire. Donc, ça, honnêtement, bon, c'est la part où il faut effectivement faire la part des choses, là. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est contre le régime Maduro qu'il faut nécessairement endosser ce récit-là de la Maison-Blanche, qui est une construction, une mise en scène. Donc, associer Maduro à des narcotrafiquants comme El Chapo Guzman, avec la même, justement, tu sais, méthode d'exfiltration, le présenter comme une sorte de bête, qu'on a une sorte d'orignal abattu, et cetera, aux côtés des agents. Mhm. Ça, c'est vraiment de la mise en scène. Puis bon, l'opinion publique américaine, peut-être qu'elle a été séduite par ça, là, c'est-à-dire convaincue. Moi, évidemment, ça ne me convainc pas et ça ne convainc pas grand monde non plus en Amérique latine. Donc ça, honnêtement, c'est c'est mensonger. Donc ça, il faut Mhm. l'admettre, là, donc ça, c'est 2 mises au point que je fais d'entrée de jeu. Après, ben, je vous dirais, c'est ça. Les gens ne pouvaient plus, écoutez, il y a 2 millions de Vénézuéliens hors du Venezuela. C'est une catastrophe incroyable, pratiquement humanitaire. J'espère que les Américains vont avoir, tu sais, la décence de laisser quand même les Vénézuéliens se diriger une fois cette transition-là, mais ce n'est pas les signaux que Washington envoie actuellement, au contraire, là. Ben, c'est que tant que le régime, de toute façon, est en place, il n'y en aura pas d'élection libre, puis il n'y en aura pas de remplacement de pouvoir par quelqu'un d'autre. Le régime n'est pas tombé, comme tu l'as dit, il y a une opération de force qui a été faite, on capture la tête, mais c'est comme quand il y a un dirigeant du Hamas qui reçoit une bombe quelque part. À ce que je sache, ils sont encore présents dans la bande de Gaza, là. C'est comme une genre c'est un Ben, en genre de fait, bête à plusieurs têtes, là. c'est que Trump était tanné de négocier avec Maduro parce que Maduro voulait rien savoir. Fait qu'il dit: «On va envoyer un signal fort, on enlève Maduro». Puis là, la fille, elle rentre en poste. «Bon, t'es-tu parlable, toi?» C'est sûr Ouais, qu'elle risque de l'être un peu plus, on s'entend, là. Les signaux sont clairs, ils veulent gouverner, mais le régime va s'entêter.
C'est-à-dire, il y a quand même des gens, quand même bien qu'il y a un appui massif de la population, puis c'est réel, pour que Maduro, dégage et revienne jamais. Il y a quand même des gens qui ont reçu des privilèges du régime, là. Ce serait la même chose à Cuba, c'est-à-dire Mmh. ceux qui ont reçu, c'est ça, des avantages, des privilèges, ceux qui ont eu des postes, des fonctionnaires, évidemment, tout l'appareil d'État, est encore là, là. Et Donc, puis quand tu parles, Jérôme, de corruption, tu sais, de régime, tout ça, là, je ne sais pas si tu as vu passer, mais ou si vous en avez parlé à Libre Média, mais notamment sur BFM. En France, on disait que le gouvernement suisse a ordonné le blocage des avoirs bancaires de Maduro. Donc, ça a l'air payant hein, d'être un leader socialiste sud-américain parce que de ce qu'on comprend, puis c'est des chiffres qui sont avancés par plusieurs médias, donc, cet homme du peuple-là, comme nous le rappelait l'AFP, a des avoirs bancaires en Suisse et le chiffre qui est avancé par plusieurs médias, c'est qu'il y aurait 10 milliards de dollars Mmh. US au nom de Nicolas Maduro dans des dix comptes. milliards. Ouais, 10 milliards de dollars que ce monsieur. Ben, il y avait des Spécial. rumeurs il y a longtemps comme quoi Fidel Castro était en réalité un des hommes les plus riches d'Amérique ou même sur Terre parce que Il y a ces des gars de régimes-là. Rolex, hein, on le sait, la fameuse photo de Fidel Castro, il y a pas une, il y a 2 Rolex. Parce qu'il y a l'heure de la Havane, puis il y a l'heure de Moscou. Sa Rolex ou un truc comme ça là, à vérifier, mais il y a une photo très, très célèbre de Castro. 2, pas une, 2 Rolex. Maduro aussi amateur de Rolex. Donc c'est vraiment ce sont des hypocrites incroyables et non, non, moi j'ai aucune sympathie envers Maduro, là. Je veux dire, c'est pas le voir comme un orignal, abattu qui va, évidemment Ben, m'attendrir. c'est sûr quand on parle de changement de régime, tu arrives de l'Argentine, tu vois les fonctionnaires qui ont été mis à la porte, les ministères qui ont été fermés, une révolution libérale vraiment Ouais. intensive de Javier Milei. C'est pas ça qui se passe au Venezuela présentement, là. On n'est pas en train de faire des réformes libérales au Venezuela, pas du tout, là. Mais c'est trop tôt, écoutez, c'est samedi. Comme je disais à quelqu'un, un ami, bon, qui me disait: «Faut aller au Venezuela rapidement». Puis j'y ai pensé, moi, aller sur le terrain, mais c'est impossible. Il y a pas de vol, il faudrait passer par la Colombie, la frontière terrestre à l'ouest, à Cúcuta. Ouais, puis Puis c'est pas un bon, endroit, contrairement à ce que disait dans un texte, un député de centre droit du PQ, c'est pas un endroit particulièrement favorable à la presse, là. Tu sais, si tu regardes même, hier, je m'amusais, tu vas non sur le plus. site de Reporters sans frontières, c'est classé comme un des 20 pires pays au monde pour la liberté de presse, là, le Venezuela, là, selon des organismes de gauche, là. Ça, c'est pas moi, c'est Il y a pas un beaucoup site de prisonniers politiques, ça, ben c'est la oui, c'est question ça. aussi très importante. Ils sont tous regroupés pratiquement à la fameuse prison. L'hélicoïdé, Trump en a parlé hier, c'est la fameuse prison qui ressemble à une sorte de pas de stade de une sorte de prison, circulaire là, donc qui fait peur un peu, où les gens sont torturés à gogo depuis des années. Donc ça, la question des prisonniers politiques est très importante, mais c'est trop tôt. Je veux dire, ça prend plus de temps faire le ménage de votre appartement que de, je veux dire, que tu comment dire ça? Je veux dire, vous pouvez si ça vous prend une journée faire le ménage de chez vous et imaginez le temps que ça va prendre pour faire le ménage d'un régime politique au Venezuela. Alors c'est des semaines, c'est des mois, c'est des années. Donc honnêtement, la question est en suspens, là. Tu sais, oui, c'est présenté comme un succès militaire incroyable. Puis, bon, on pourrait parler de la question de la présence des Chinois de plus en plus grande en Amérique latine parce que ça vise vraiment, c'est ça, à contrecarrer l'influence chinoise dans la région. Mmh. Que les Chinois sont de plus en plus actifs. Ils ont des ports, ils creusent des canaux alternatifs au canal de Panama, par exemple, mais ils gèrent un méga port au Pérou. Donc, les Chinois, vraiment, présence tentaculaire. Les Américains ont dit c'est assez. Et là-dessus, je suis assez d'accord. Euh, Écoute, mais j'étais c'est au ça. Panama Là, récemment, ouais. Jérôme, puis, les autorités locales ont fait tomber une statue de la communauté, chinoise au Panama, Ah ouais? sous prétexte qu'elle était dangereuse. C'était pas correct, fait qu'ils ont crissé la statue à terre. C'était un genre de portail, je sais pas trop quoi. Puis quand on a passé juste à côté, dans l'excursion qu'on faisait, ben, tu voyais tous les panneaux chinois qui réclamaient: «Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça?» Parce qu'il y a quand même une diaspora chinoise, du côté du Panama. Mais tu sais, tu le sais pourquoi. Quand tu fouilles un peu, tu sais ce qui s'est passé. C'est des pressions américaines pour dire: «Là, les symboles chinois, tu vas me crisser ça à terre». Fait que là, il y a une autorité municipale quelconque qui a inventé une raison. Mais quand tu vois ça dans ces pays-là, tu te Mmh. dis:
le clash sino-américain, là, il est réel, là. Il est réel, là, puis ça brasse pour de vrai. Fait que la trame de fond, c'est celle-là. Tu sais, Maduro, c'est un pion sur l'échiquier politique en bout de ligne, là. Ouais. Oui, ben, écoutez, on le voit, il était en mai, il était à Moscou. On le voit que le président chinois, c'est des photos incroyables. Maduro est avec le président chinois à la table de Poutine à Moscou. Je suis d'ail c'est ça, puis puis nous, nos analystes, ben, ils disent: «Bon, Trump, c'est l'ami de Poutine, mais Trump dégage, le seul véritable, allié de Poutine des Amériques». Donc comment, donc d'un côté, ils nous disent Trump, c'est ça, c'est la Ouais, c'était le Russie. pantin de Moscou, mais en même temps, ouais, il a comme pas reçu le mémo qu'il fallait pas qu'il s'en prenne à un autre ami de Moscou. C'est C'est ça, donc c'est très très étrange. ambivalent. Après ça, ça peut coïncider avec un genre de partage du monde, là. C'est-à-dire, est-ce que Trump envoie le message aux Chinois et aux Russes, chacun sa zone d'influence? Alors, finalement, l'Asie, la Chine, l'Asie, forcément, avec peut-être Taïwan, reprendre Taïwan. Bon, la Russie, ce serait l'Eurasie. Mais la Russie, ça reste un joueur assez secondaire, finalement, tu sais, Bah, entre la oui. Chine et les États-Unis. Un joueur qui a été déclassé, là. Donc, on a parlé énormément de la Russie, mais là, il faut recommencer à parler de la Chine. Donc, c'est vraiment, ça s'inscrit évidemment dans un jeu géopolitique d'envergure, là. C'est-à-dire, au Mhm. Canada, nous, on fait juste de la morale. Donc, ça serait quand même le temps, honnêtement, là. Là, au Canada, c'est le temps de retrouver une certaine intelligence stratégique. On a complètement perdu. C'est-à-dire, Mm. la morale, Ah, des on n'est pas là. décennies de Ah non, on est wokisme, pas là. d'apitoiement psychologique. Même dans les universités, qu'est-ce qu'on a financé? La recherche en sciences sociales. Ça portait pas sur, justement, ces jeux de pouvoir là, que tu décris très concrètement, Yann. C'était sur, bon, l'aménagement de la diversité culturelle. Écoutez, là, les millions qui ont été octroyés au Canada juste pour, l'aménagement de la diversité culturelle. Pendant que le monde se refaisait devant nous, on a vraiment, écouté, un rattrapage incroyable. Est-ce qu'on va le faire? J'en suis pas sûr, là. Mais là, actuellement, ce qui préoccupe les Québécois et les Canadiens, il y a 2 sujets. C'est est-ce que je vais être capable d'aller en vacances pareil à Cayo Coco? Ben oui, ben oui, ben oui. Donc, est-ce que Boy. mes vacances à Cuba sont compromises? Parce que là, Trump, là, il pourrait-tu attendre que mes vacances soient passées avant de faire la même chose sur le régime castriste? Et l'autre affaire, c'est plein de chroniqueurs qui nous disent, ben là, s'il était capable d'enlever Maduro de même, là, tu sais, l'annexion du Canada, ça s'en vient. Fait que là, on est reparti pour un cycle El Bozop encore. Ben, Ouais, écoute, ouais, ouais. On le sent, là. Tu sais, en fait, ici, tout est relié à notre petite réalité. Là. Tu dis, les le amis, l'insignifiance canadienne, là, je veux dire, elle commence à être gênante. J'ai publié sur la page Facebook, il y a une couple de jours, un extrait d'une page Facebook qui s'appelle «La politique étrangère canadienne». Tu sais, c'est une page gérée par le gouvernement du Canada. Le Canada condamne les tirs de missiles balistiques effectués hier par la Corée du Nord pour la deuxième fois en 2 mois. Le Canada continue d'exhorter la Corée du Nord à se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et à renoncer à ses programmes d'armement illicites qui menacent la paix et la stabilité dans la région. Hashtag Indo-Pacifique. Un hashtag, hey, c'est fort ça. Ah, mais là, tu sais, je veux dire, Hey, ça, le hashtag, mon gars, ça fait peur au monde, là. Aux Chinois, ils capotent, là. Il a mis un hashtag. ah, mais Chris, je veux dire, c'est ça notre politique étrangère Aïe, aïe. au Canada, man. Hey, le hashtag veut tout dire. Résume ça au hashtag. Écoutez, là, on fait des hashtags, nous autres, au Canada, au ministère des Affaires étrangères. ouais. Déjà, je sais pas, là, allez-vous publier ça sur OnlyFans après? Je sais pas, là. Hashtag mise en garde. La mise en garde du Canada, non, c'est gênant. C'est une dépolitisation, finalement, massive, hein. Les Canadiens sont pas sont dépolitisés, en tout cas, sur le plan extérieur, du moins. Et c'est pas que de la morale qu'on va retrouver, c'est ça, un sens, de réel politique. Au contraire, ça s'oppose, là. Hmm. Mais, Là, c'est une dégringolade, ouais, honnêtement, carrément. puis, Il y a deux, en ce moment, il y a comme deux positions qui s'affrontent, j'ai envie de te dire. Tu as celle un peu qui était, que nous a illustré lundi le prof Caron, puis plusieurs autres intervenants qui disent en gros, ben là, les États-Unis, à plusieurs reprises, ont violé le droit international en faisant des interventions unilatérales, notamment en Irak. Ça a été beaucoup reproché par les gens au fil du temps en disant que, ben là, en faisant ça, ce que tu fais, puis comme avec le Venezuela, c'est que
t'envoies le message à la Chine qu'en gros, si vous voulez envahir Taïwan Ouais. contre le droit international, on s'en fout. Puis, tu sais, ça a ouvert la porte aussi à Poutine pour l'invasion de l'Ukraine, parce que Poutine a dit en 2007 dans un discours à Munich, de toute façon, le droit international, les Américains le bafouent eux-mêmes. Fait que pourquoi il y a juste eux qui ont le droit de le faire? Et tu en as d'autres qui ont la position suivante, telle que assez bien illustrée, je te dirais, dans le Wall Street Journal, qui disent ben, le droit international, c'est les régimes voyous. Ils utilisent ça un peu maintenant comme un. Alors, je vous lis la phrase. Les régimes voyous l'utilisent désormais comme un bouclier pour dissimuler leurs propres infractions à la loi. C'est-à-dire qu'eux autres, ce qu'ils disent, c'est le Venezuela il viole le droit Oui, international oui, il a violé les droits depuis, humains, violé le il droit vi ben, international. c'est ça, c'est qu'ils disent, dans le fond, ils fraudaient les élections, ils enfermaient des Mmh. journalistes, ils ont capturé du monde illégalement. Donc, eux aussi violent le droit international depuis des années. Et donc, pourquoi ce droit-là leur servirait comme un peu pour maintenir leur régime en disant ben, personne n'a le droit de venir s'en prendre à nous parce que le droit international garantit notre souveraineté. Fait que toi, je suis curieux d'entendre écoute, ta peau. Je comprends que c'est pas blanc ou noir, là, mais comment tu vois un peu cette question-là du droit international? Parce que j'ai vu Marine Le Pen, entre autres, réagir. Elle disait ben là, il y a 100 000 bonnes raisons de vouloir que Maduro dégage, mais en même temps, on peut pas cautionner le fait que de manière unilatérale, les États-Unis rentrent dans des pays puis enlèvent les dirigeants. Là. C'est ça, mais ça reste un kidnapping quand même. C'est ça. C'est ça, c'est dans la manière. Écoutez, parce que, tu sais, on dit qu'on combat le narco, mais tu sais, la spécialité du narco, l'Amérique latine, c'est l'enlèvement, hein, vous savez? Donc, c'est quand même très paradoxal d'enlever un narco alors que c'est eux qui sont censés t'enlever en général, el sequestro. Donc, c'est sûr que les Américains ont balancé la sauce à un niveau incroyable. Je veux dire, Trump, c'est un malade, ce gars-là. Là. Tu sais, c'est l'empereur des Amériques. Donc, c'est auto-couronné. C'est comme Napoléon qui se met la couronne sur la tête. Là. Le gars a fait ça. C'est un type qui est, écoutez, c'est une force de nature, Donald Trump, là, que vous le vouliez ou non. Le gars est là, puis il vous écrase. Je veux dire, levez-vous tôt le matin si vous voulez confronter Donald Trump. Mais là, il faut faire avec. C'est-à-dire, il y a quelqu'un devant vous qui s'appelle Donald Trump et il y a des Américains qui veulent retrouver le pouvoir impérial des États-Unis. Et, et, et bon, c'est-à-dire, des empires, il y en a de toute façon. Donc, je pense que pour nous, Canadiens, isolés dans le Nord, c'est-à-dire la question, c'est quel empire on veut? Est-ce qu'on veut la Chine ou on veut les États-Unis? C'est malheureux, mais c'est un peu manichéen comme ça. Donc, avec quel empire on veut faire affaire? Parce qu'il va en avoir un ou l'autre. C'est-à-dire, si les Américains déclinent et laissent tout Ouais, le c'est ça. terrain à la Chine, ben, la Chine va l'occuper et ça ne veut pas dire que la Chine va se comporter de manière plus, justement, elle, qui va respecter plus le droit international que les États-Unis. Il ne faut pas être trop pessimiste, mais c'est un peu ça. Donc, le droit international, ben écoute, moi, j'ai toujours pensé que c'était assez relatif, ce système-là. Évidemment, on sait que le droit, c'est un ensemble de règles qui est créé par les puissants, Mmh. finalement, pour tu sais, aménager leurs propres intérêts. En général, le droit reflète, Ben, en c'est-à-dire. fait, c'est que les quand on parle du droit international, on voit tout le temps comme les États-Unis comme un belligérant dans cette histoire-là, mais moi, j'ai la vision que j'ai développée depuis un bout par rapport à ça, c'est au contraire. La seule raison pourquoi qu'on parle de droit international aujourd'hui, en réalité, c'est qu'il y a eu une hégémonie américaine après la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, c'était le gendarme incontesté de la planète, c'était les États-Unis. Puis ils ont mis en place des structures avec l'ONU, avec le Conseil de sécurité, puis tout ça, pour dire, nous, là, comme empereur potentiel, là, étant donné qu'on est la grande force militaire de la planète, on va se mettre des monotes. Parce qu'on a l'arme nucléaire, parce qu'on a, on accepte de se mettre des monotes, on accepte de se restreindre, on accepte de ne pas aller envahir des pays, par exemple, des choses comme ça. Puis on pense que c'est la façon de faire les choses qui va éviter des guerres mondiales. Puis honnêtement, tu sais, je pense que c'était une bonne idée pour vrai. Le bug qu'on a, ce qu'on oublie, c'est que ce système-là, je pense, ne pouvait fonctionner que si les États-Unis s'auto-restreignaient eux-mêmes et n'étaient pas contestés. Dans un monde où est-ce que les États-Unis Ouais. sont contestés uniquement par les Russes dans la guerre froide, mais que les gars se battent en Lada, tu te dis: «Chris, c'est pas si pire, là», tu sais, ça peut fonctionner. Mais là, avec la Chine émergente, qui est la deuxième économie mondiale, qui investit dans le terrain de jeu des Américains un peu partout, qui investit en Afrique, qui investit en Amérique latine, ben là
L'hégémonie américaine, elle est. Puis là, soudainement, les Américains se rendent compte que c'est une bonne idée de me mettre des menottes dans ce contexte-là. Puis je pense que c'est ça qui arrive présentement. Tu sais, Ouais. c'est plate à dire, là, mais l'aberration 1945-2025, là, c'est ce que c'est, une aberration. Ça a jamais marché de même dans le monde, là. Mais je pense que aussi la réputation, pour vrai, il n'y a pas grand monde qui a de l'air de s'en rendre compte, là, mais la réputation des instances internationales a été extrêmement malmenée dans les dernières années, tu sais, notamment avec le fait qu'un moment donné, on avait littéralement, ben, tu sais, la nomination d'un espèce de leader socialiste à l'OMS, notamment. Tu sais, tout ce genre de trucs. Tu sais, l'OMS est un bon exemple de ça. C'est que normalement, l'Organisation mondiale de la santé, c'est censé être un espèce d'organisme, tu sais, qui permet la coopération entre les pays, qui C'est favorise la les, perte de souveraineté des États, là, c'est sûr que mais c'est comme ça que ça a été interprété, puis ils ont été, ces gens-là, complètement humiliés, je pense, par la période pandémique, où plusieurs États se sont rendus compte qu'ils ont suivi les recommandations de ça, mais qu'en réalité, il aurait été bien mieux de se fier à leurs experts locaux, puis à d'expérimenter leurs propres affaires que d'essayer de copier tout ce que Mmh. faisaient les autres pays. Fait que, tu sais, les Américains, c'est pas pour rien qu'ils ont dit, nous autres, on se retire des accords de Paris. Fait que ça, c'est l'aspect environnemental de l'international. On se retire, on va peut-être définancer l'OMS. L'OTAN, ça nous intéresse plus tant que ça. Puis finalement, maintenant, le dernier aspect, c'est le droit international. J'écoutais Marco Rubio qui disait, nous, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est le droit et la justice américaine. Le droit international, c'est pas quelque chose qu'on prend en considération mais tant je que dirais ça. que C'est vraiment la position C'est eux qui l'avaient mis en isolationniste place, là, américaine, hein, c'est eux autres qui l'avaient mis en place, ce droit international-là, là, tu en sais, je veux bonne dire. partie. Ouais. et tu me fais réfléchir, Yann, tu vois? On réfléchit à voix haute. Je te dirais que le droit international, pour te répondre, ça marche bien en contexte de paix. Pour le dire simplement, donc ça marche bien quand il y a une hégémonie, là, un hégémon mais quand on retrouve, des tensions, des frictions entre États, on voit que ça ne tient plus à grand chose. Donc évidemment, la période mur de Berlin jusqu'à aujourd'hui, hein, finalement la «victoire» entre guillemets du libéralisme, qui coïncide avec l'hégémonie américaine. Donc là, le droit international est peut-être relativement respecté, mais de longues périodes, il faut demander au prof Caron, là, c'est-à-dire quelle va avoir été la période la plus longue où on va avoir respecté le plus, entre guillemets, «le droit international». Peut-être que ça va être celle-là, 1989 à aujourd'hui, mais en même temps, il y a eu l'Irak, tout ça. C'est sûr, les Américains restent une puissance prédatrice, il faut le dire. Les gars aiment les armes, ils aiment toutes les tu sais, ils aiment ça, là, les Américains, là. C'est comme un match de football. Tu sais, eux, ils ont vu tu sais, tu vois Donald Trump, il donne l'ordre, on dirait un coach de football, là, au Ouais. Super Bowl, là, avec son affaire sur l'oreille, là. C'est Mais la de même toute façon, imagerie. Est-ce qu'il y a déjà eu un hégémon qui ne l'était pas, tu sais? ben, c'est ça, mais de toute façon, le principe tu sais, quelle est la raison pour laquelle les gens, mettons, au Canada ou au Québec, respectent les lois la plupart du temps? C'est qu'ils ne veulent pas avoir les conséquences qui viennent avec le non-respect des lois, être emprisonné, se faire retirer son permis de conduire, ce genre de trucs-là. Mais quelles sont les conséquences pour ne pas respecter le droit international? Tu sais, dans la dernière année, bon, ben là, les États-Unis l'ont fait avec cette opération-là. Plusieurs autres personnes soulignent que ben, les Israéliens l'ont fait, la violation du droit international, avec ce qui s'est passé à Gaza à plusieurs égards. Plusieurs autres ont souligné que les Américains l'ont encore fait avec les Israéliens en Iran, avec les sites nucléaires, ben, et les Russes l'ont fait avec l'Ukraine. Mais au final, quelle est la... Il n'y a pas personne là-dedans. Oui, je comprends les tribunaux internationaux, puis si jamais tu allais dans tel pays, peut-être tu pourrais t'arrêter. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de conséquences à ne pas le respecter. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas de conséquences à ne pas le respecter, pourquoi tu le restes? Ça fonctionne, comme Yann disait, c'est juste de l'auto-limitation. Puis on s'engage à des principes un peu comme la non-prolifération des armes nucléaires, ce genre de trucs-là. Mais c'est quoi la conséquence Après, la pour un... conséquence, c'est peut-être que tu donnes le feu vert justement à une autre puissance de C'est faire ça. pareil et là, ça va te nuire. Mais moi, ce qui me fait peur, entre guillemets, là, c'est quand même que le narcotrafic devienne vraiment un prétexte, puis c'est vieux comme c'est vieux le prétexte du narcotrafic, mais que ça devienne le nouveau prétexte pour intervenir à droite, à gauche. C'est un peu comme c'est une Ben, nouvelle déjà, Bill COVID, mais Clinton le disait. internationale. C'est-à-dire après les armes de destruction massive, donc le narcotrafic, là, on peut intervenir dans plusieurs pays, là, tu sais, rendu là, vous intervenez dans le port de Marseille, là, tu sais. Donc ça, c'est une sorte de sanitarisme international. C'est-à-dire, au nom de la santé publique, là, on intervient, on kidnappe des présidents au nom de la santé publique aux États-Unis parce que ça fait des morts.
Bon, là, le fentanyl, ça en fait beaucoup plus que la cocaïne. Peut-être les Américains aussi pour arrêter de sniffer de la coke à gogo. Tu sais, à un moment donné, si vous voulez qu'on arrête d'en produire, arrêtez d'en sniffer. Ben, on a Peut-être des vous droits de douane au Canada parce qu'apparemment, on n'est pas correct sur le fentanyl, tu sais? Je veux dire, c'est en fait, c'est que l'usurpation par le pouvoir exécutif de pouvoir d'urgence, ça, c'est dans tous les pays, là, Mhm. se fait grâce à des crises. Donc, il y a une urgence climatique, tu c'est ça, sais. regarde, tu vois, là, on est là-dedans, là. Ben, tu sais, quand notre gars gauche ici parle d'urgence climatique à tout bout de champ, là, tu sais, normalement, les citoyens, vous devriez apprendre à vous méfier. C'est genre: «Hey, time out, OK?» L'urgence climatique, ce que ça veut dire, c'est que tu veux que ton pouvoir Pouvoir exécutif d'urgence. utilise des pouvoirs d'urgence qui l'empêchent, qui l'obligent pas à, avoir des redditions de comptes envers le Parlement de la Constitution. Fait que dans ces situations-là, tu sais, je veux dire, le citoyen ordinaire, là, devrait commencer à avoir peur d'un politicien qui parle de crise et d'urgence. Parce que quand on parle de crise et d'urgence, ça débloque des Là, tu vois, pouvoirs exécutifs exceptionnels, là. c'est bon, Puis ben, c'est ça le point. Je pense que ça a été abordé nulle part, ça. Tu vois ce qu'on aborde, aujourd'hui là, là. Puis tu sais, vous allez dire: «Ah, vous faites encore un lien avec la pandémie», mais Chris, c'est Non, c'est le non, seul exemple qu'on a au Québec pour que vous le compreniez. Mais les États-Unis, présentement, utilisent des pouvoirs d'urgence mais sans ça arrêt. s'inscrit là-dedans. Ça s'inscrit dans une sorte de normalisation de l'état d'urgence, puis tu vois, de suspension des droits des États, non pas des citoyens à ce moment-là, La mais France est des constamment en état d'urgence présentement, là. Je veux ben oui. dire, à tout bout de champ, il y a un état d'urgence en France qui permet à l'exécutif d'avoir des pouvoirs exceptionnels. Mais si les gens n'aiment pas cet exemple-là, on peut prendre le 11 septembre aussi, là. Il y a du monde qui ont sacré Mais c'est la des avions sécurité. dans des. C'est ça, puis ça a amené qu'au c'est pour la raison pour laquelle vous enlevez votre ceinture, puis vos chaussures, puis vos cossins quand vous arrivez aux douanes aujourd'hui, c'est encore à cause de ça. Le paradigme Puis sécuritaire, c'est-à-dire qu'est-ce ben qu'on oui, peut justifier aujourd'hui au nom de la sécurité des individus ou des États? Donc moi, je trouve que c'est une, genre, c'est un risque, là. C'est-à-dire que les États-Unis recommencent, en fait, parce qu'ils ont déjà commencé, là, recommencent à utiliser le narcotrafic systématiquement pour justifier toutes sortes d'opérations qui peuvent les mener, comme je vous dis, dans plusieurs pays, encore une fois, là, parce que, écoutez, les talibans cultivent du pavot, ils peuvent retourner là en fonction de. Ils ne retourneront pas parce que là, on privilégie ce qu'on appelle les opérations chirurgicales. Donc là, on comprend que les Américains ne veulent pas s'engager sur des terrains, déplacer des troupes, ils veulent intervenir, faire des frappes spectaculaires. Mais encore là, comme on dit, le régime est encore en place à Caracas. Donc, on espère quand même que l'opération, ben, tu sais, a été véritablement, comment dire, va être efficace pour dégager le régime. Mais pour l'instant, c'est pas clair, honnêtement, là. Ça, c'est un Ben, point très important, là. pour C'est pas l'instant. fini, le chavisme. mais Ah il y a non, parce que pour l'instant, Trump, il y a eu 30 à 50 millions de barils de pétrole. Là, il est tout content de ça. Ils vont enlever leurs propres sanctions parce que, tu sais, pourquoi il n'y a pas de personnes qui exploitent du pétrole au niveau des États-Unis, au Venezuela? C'est des sanctions américaines qui ont amené ça. Fait que, tu sais, il recommence à négocier avec un leader qui va peut-être être plus conciliant que l'était Maduro. Mais, Il va je veux falloir qu'il se dire, repointe. Non, mais là, c'est pas ce qu'on sait du terrain actuellement, il y a des milices, les rues sont bloquées. Les Américains n'ont pas pris le contrôle pas du tout, les là. les infrastructures pétrolières au Venezuela sont presque capotes, là, dans le sens que ce pays-là, là, produisait au-dessus de 3 millions de barils par jour, puis Donc là, c'est il pas en vrai prod que le Venezuela approvisionnait tant que ça la Chine et ben, la Russie en pétrole il l'approvisionnait, mais tu sais, je veux dire, avec des capacités restreintes. c'est des communistes, tu sais, ils sont pas bons, là. Ils ont, tu sais, je veux dire, c'est corrompu à l'os. Fait qu'il y avait des infrastructures qui ont été volées aux Américains, on s'entend. Il y avait des infrastructures pétrolières qui produisaient du 3 millions de barils par jour, puis là, ils en produisaient moins ah de oui. 1 million parce que c'était mal entretenu, puis c'était tout croche, puis ils savent pas comment faire, puis tu sais, fait que puis imaginez-vous la Oui. catastrophe environnementale d'une mauvaise gestion du pétrole, ça doit être hallucinant, là. Ceux là, qui ne comprennent pas c'est quoi l'étendue de la catastrophe du régime vénézuélien, là. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, là, c'est le revenu, ben, le PIB par habitant de 1931 à 2022. Fait que là, c'est pire que ça encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas les chiffres contemporains, là. Mais dans les années 80, le Venezuela est plus riche que la Pologne. Quand même un pays d'Europe, là. Je comprends qu'il y avait le communisme et tout ça, là, mais tu sais, regardez le chemin que ça a pris, là. Depuis la fin de l'URSS, la Pologne, et regardez le Venezuela, là. Comment ça s'est effondré
à partir du milieu des années 2000. Parce que oui, ça a pris un certain temps là, avant que le chavisme s'implante puis que ça ait les effets. Au début, les Vénézuéliens s'en rendaient pas trop compte, là. De 1999 à peut-être le milieu des années 2000, on s'en rendait pas trop compte de ce qui s'en venait. Mais après, c'est un effondrement incroyable de la qualité de vie, là, ce que vous voyez à l'écran, là. C'est une pente de ski, là. Les Non, non, c'est pour premiers ça qu'il y a estimés, les pratiquement premiers aucun ouais. Au niveau du baril de pétrole, les premiers estimés, c'est qu'avec les infrastructures en place, les compagnies américaines, même s'ils rentraient demain matin vraiment facilement, c'est à peine 500 000 barils par jour qu'ils seraient Donc capables tu crains d'importer pas aux pour États-Unis. les sables bitumineux, tout ça, l'industrie du pétrole, canadien? Canadiens? Ben Ouais. non, pas vraiment, parce que les compagnies pétrolières, présentement, au niveau du Venezuela, tu sais, avant d'aller investir des dizaines de milliards de dollars, parce que c'est ça que les infrastructures ont besoin. Il faut qu'ils retournent investir des dizaines de milliards de dollars. Là, les infrastructures sont scrap. Ben, crime, toi, mettons, t'es Chevron ou ExxonMobil ou peu importe la compagnie, tu regardes ça, tu te dis: «Est-ce que j'ai le goût d'y aller tant que ça?» sachant que le régime peut me revoler les infrastructures le lendemain matin, tu sais? Ouais, tu peux être emprisonné, Non, tu c'est sais, pour ça tu que peux je vous dis, c'est pas fini, mais c'est intéressant parce que ça nuance quand même des analyses qui disaient que pour le pétrole, canadien, c'était quand même, Ben, une je attaque pense assez pour directe. l'instant, c'est pas stressant. C'est sûr que le move stratégique de Trump, c'est de vouloir y aller pour le pétrole, c'est sûr. Mais je veux dire, tu sais, le prix du baril a bougé de 40 cents le soir, que c'est arrivé. Ben, pas le soir, mais dans les journées qui ont suivi. Fait que, tu sais, je veux dire, le Venezuela est un gros producteur mondial, et c'est surtout un pays qui a des énormes réserves, là. Mais je veux dire, le marché du pétrole mondial a fait bof. Tu sais, c'est comme si c'était pas rien passé, là. Fait que tu es vraiment dans une position que tu te dis, là, c'est pas Trump, c'est un pari qu'il a fait. Puis c'est un pari qui satisfait beaucoup Marco Rubio, mais il a pas encore gagné son pari, Non, là. non, puis je vous dis, le ménage, j'insiste, mais comme vous avez pas fait le nettoyage du régime, ben, pour 2 scènes encore, là. Je veux dire vous, il y a toute il y a son un équipe est là. danger aussi que le régime se cramponne puis tu sais, des fins de régime, c'est pas pour rien qu'il y a une expression comme ça, c'est pas beau, là. Ben, Ça peut se revirer contre la population, hein. les vrais bons changements de régime qui peuvent fonctionner à long terme, mais c'est Javier Milei en Argentine. Ça, c'est ce qui est souhaitable. Parce Tu que sais, les les Américains, eux, ont un bon allié. C'est c'est un allié inespéré, heu, mais donc le pétrole, tu sais, on l'entend beaucoup là, sur les réseaux sociaux. Les Américains sont allés pour le pétrole. Attention à la mono-variable quand même, là. Oui, on vient de le décrire, il y a un enjeu ici énergétique, mais c'est quand même beaucoup. Écoutez, la délégation chinoise venait d'arriver à Caracas, là, quelques semaines avant. c'est C'est plus pas ça. c'est pas un hasard, c'est la Chine, on la repousse et ça a été une erreur stratégique de céder le canal de Panama et cetera. Donc c'est beaucoup ça. Donc de réduire quand même, l'intervention, un truc, uniquement énergétique est vraiment très réducteur, là. Je pense que les gens Non, doivent c'est faire attention à cette analyse-là qui relève, il y a ben, pas un vent il y a pas oui, effectivement, mais il y a pas un genre de vent de changement en Amérique latine d'une certaine façon. Tu sais, on a vu Javier Milei, ouais, il là, y a Castro au Chili aussi, là. ouais, c'est ça, Radio-Canada nous disait que le Chili avait élu un leader d'extrême droite, là, On a un article là-dessus, justement, là, sur, la droitisation de l'Amérique latine, mmh donc il y a eu le Chili, l'Équateur aussi, la Colombie, ça va tomber. Là, on pense qu'il va y avoir une sorte d'ingérence, bon, d'ingérence électorale. Il pas le Salvador aussi? Salvador, gars plus à droite, mais tu vois, moi, j'avais été frappé de voir qu'à San Salvador, la grande bibliothèque dont ils se vantent tant, très, très moderne, c'est comme leur joyau, si tu veux, là, leur principale attraction, c'est un cadeau de la Chine. C'est-à-dire la grande bibliothèque de San Salvador, puis là, on pense que Bukele, c'est l'ami de Trump, et cetera. Il accueille c'est des prisonniers, justement vénézuéliens dans sa grande prison à lui, à Bukele, puis salvadoriens aussi. Et là, tu t'aperçois, ah, attention, là, je conversais justement avec un de ses commentateurs, en tout cas un de ses influenceurs de Bukele sur la grande place de San Salvador, puis je dis au gars: «Non, c'est un drapeau de la Chine ça, en face, en avant de la bibliothèque?» Il dit: «Oui, oui, c'est un cadeau de la Chine». Je dis: «Comment ça, c'est un cadeau de la Chine?» Au Salvador. Donc non, mais c'est très concret, là. La mh. Chine pousse pas à peu près et elle est très sournoise, elle fait des cadeaux, bon, donc elle essaie de vraiment de séduire les populations Exact. locales. Écoute, il y a de l'ingérence chinoise au Canada, fait que on se cachera on comptera pas d'idée qu'il y en a dans ces pays-là aussi, là. Non, Fait c'est très qu'on s concret. Puis nous, on a oublié ça. Comme tu sais, on y revient. Le Canada, nous, ça a été soit société des loisirs, on fait du ski de fond en fin de semaine. Ça ne nous intéresse pas vraiment ce qui se passe sur le continent. Puis à un moment donné, c'est le grand réveil.
il y a un gars qui est méchant, qui est arrivé au sud de la frontière, qui a voulu bouleverser nos habitudes, nous empêcher justement d'aller à Cuba une semaine par année. Donc là, tout d'un coup, on est bouleversés, nous, comme Québécois. Mon Dieu, je pourrais peut-être pas rénover ma salle de bain en français la semaine prochaine. C'est donc plate. C'était pas d'allure. Ben oui, mais c'est ça, Ça prenait un short. Ça En plus, prenait un short. très sérieux oui, aujourd'hui, mais que voulez-vous, ça en c'est prend ça une. pareil, là, tu sais, c'est les grands sujets présentement qui sont traités, là. Chérie, est-ce qu'on va quand même à Cuba cette année? Et il y a quelqu'un là-dedans là, qui nous dit qu'il y a 2 ans, il est allé à Cuba, c'était merveilleux, à part qu'il y avait la gastro, là. Mais on nous dit qu'il n'y avait pas d'œufs, pas de liqueur, pas de frites, le lait n'était pas buvable, mais il y avait du rhum, de l'eau et de la bière. Fait que, il nous Il dit parle on quand même de ce que. il nous dit: «On a passé une semaine incroyable avec quelques tourbillons intestinaux». Non, mais attention, Donc est-ce c'est qu'au c'est moins ça le on Québécois, fait c'est état ça de ce que la le population mange, elle, ou on parle juste de ce que nous mangeons là-bas? Eux, ils s'en foutent des les Cubains apparaissent-tu dans l'article? oh, un petit peu plus tard, il en parle, mais en fait, à la fin, il dit qu'il À la suggère fin? pas aux gens à la fin, il dit aux gens que c'est peut-être mieux de laisser les ressources pour les Cubains parce qu'ils en ont pas assez. Mais je trouve que son propos, il incarne beaucoup ce que l'expérience de vie de beaucoup de Québécois, là. C'est-à-dire, on s'en va une semaine à Cuba, c'est pas mangeable, on a la diarrhée pendant une semaine, mais c'est pas grave, ça a pas coûté cher, on s'est saoulé sur la plage. Puis les Cubains, mais ils peuvent se taper le castrisme. Moi, c'est pas grave, ça me permet d'avoir des vacances pas chères. C'est ça la réalité. Puis là, Trump, avec avec ses affaires, il met en péril mes vacances à Cayo Largo ou à Cayo Coco. Fait que non, mais j'ai l'air de caricaturer, mais c'est Non, ça non, pareil en non, ce moment, là. C'est c'est là très, qu'on très est. nombriliste, c'est vraiment pas, c'est rendu ça. Je Puis à caricature Radio-Canada, même pas, pas les mêmes man. experts, hein, la chair à Roule Endurant, c'est toujours Ouais. elle, il y a pas d'autres experts, là, écoutez, il faut aller au-delà de cette chair-là quand même pour penser le système international, notre rapport avec le monde. Mais les médias alternatifs, indépendants, c'est-à-dire commencent vraiment à prendre le relais. C'est quand même, il faut sans nous envoyer des fleurs, Ben, à nous. d'ailleurs, les gens qui veulent te suivre, Jérôme, en terminant, Libre Média, évidemment, on suggère d'aller s'abonner, le Libre Podcast avec Francis Denis. Qu'est-ce qu'on peut suivre aussi d'autre? Il y a votre chaîne YouTube. Mais là, on a un grand documentaire sur l'Argentine de Milei qui va sortir dans les prochaines semaines, qui va être Wow. réservé aux abonnés dans un premier temps. Donc, on a parlé à toutes sortes de monde, notamment le mentor économique justement de Milei, qui accorde pratiquement plus d'entrevues depuis des années. Donc, on a eu des grosses pointures. Donc, ça, c'est en préparation. C'est le gros chantier, je te dirais, de début janvier. Sinon, un paquet d'affaires. Trump, il faut le dire, nous offre beaucoup de sujets. Puis moi, ben, c'est un peu dans ma spécialité, l'Amérique latine. Donc, il va y avoir énormément de textes qui vont suivre. C'est vraiment le temps de s'abonner, honnêtement. Ben, ça a toujours été le temps, là, mais là, vraiment, on a une longueur d'avance sur les médias traditionnels pour tout ce qui est justement l'analyse géopolitique du Venezuela, puis de tout ça. 4 $ par mois en version annuelle, sinon 5 par mois en mensuel. C'est pas cher, honnêtement, parce qu'on a quand même plus que 60 contenus par mois, plus ce qu'il y a sur YouTube. Donc, il y a une chaîne qui est rendue quand même à 42 000 abonnés, continue à monter. Récemment, on a publié notre conférence, où Yann a participé l'année dernière aux éditions de Québec et Montréal, donc sur la liberté d'expression, l'avenir des médias. Donc, allez voir ça aussi, c'est disponible. Ça a été mis en ligne pour tout le monde 1 an plus tard. Puis votre texte qui fait l'apologie de Maduro, c'est quoi le titre qu'on puisse le lire? Non, il y a pas? Ah non, ça, Ben, je c'est sais sur pas, quand tu Radio-Canada. fais ouais, c'est ça, quand tu fais de la politique étrangère, il faut que tu fasses l'apologie du leader qui est contre Trump, non? Non? Oui, Comment ça bien, marche? ces textes-là sont plus rares. Euh, Ouais, c'est ça. C'est dans la section pour ou contre Trump. C'est de même, ça marche. Hey, merci Ah. beaucoup, Jérôme, d'avoir été là. On a fait un beau tour. Puis je pense que les gens ont pu apprécier des points de vue qu'ils n'entendent probablement pas ailleurs. Sans doute. Mais merci à vous, les gars, puis bonne saison, bonne année, longue vie aussi à Yann et Frank, à toute cette constellation de nouveaux acteurs médiatiques qui prennent le relais justement des médias traditionnels subventionnés et en déclin. Subventionné, ouais. Vas-tu demander des subventions, toi, pour, le nouveau programme? Non, non, vous? Non? Non, je pense pas. Mangeront de la marde. Ils veulent subventionner les podcasts, c'est ça, hein? Ouais, c'est Oui, ça. oui, 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 exact, exact. Ton micro Merci, coûte Jérôme. cher, Jérôme. Yes.